La famille royale actuelle, les Windsor, sont des nazis et ils ont une longue racine de nazis dans leur famille, c'est-à-dire une longue histoire liée à ce mouvement de pensée. Nous sommes au cœur d'un ouragan de désinformation qui modèle notre monde. Le haut a été inversé avec le bas, le blanc a été changé avec le noir, le bien a été changé avec le mal. Les racines nazies de la famille royale britannique, c'est le sujet que l'on va traiter dans cette vidéo. Accrochez-vous. Avant qu'on ne continue, pour les nouveaux sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'actualité, d'histoire et on fait des analyses. Aussi, notre équipe offre des services d'animation, de modélisation 2D, 3D et de montage vidéo. Au besoin, contactez-nous à ce numéro et il y a des informations complémentaires en description. Revenons au sujet. Lorsque des vérités dérangeantes réussissent à se défaire de l'illusion créée par l'outil de contrôle qui nous a infligé les principaux courants de la pensée actuelle, ça fait très plaisir. En tout cas, moi personnellement, ça me fait très plaisir. Une révélation a été présenté dans un documentaire diffusé sur la chaîne britannique Channel 4 intitulé Édouard VIII, le roi traître de la Grande-Bretagne. Ce film, basé sur un livre de l'historien Andrew Lownie, utilise des rapports récemment déclassifiés provenant des archives royales pour raconter l'histoire du roi britannique Édouard VIII. Ce roi qui était enclin à soutenir la victoire des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Non seulement il exprimait ce souhait, mais il travaillait activement à la réalisation de cet objectif depuis le moment où il a été contraint à abdiquer le trône en 1936, soi-disant pour épouser une divorcée américaine, Wallis Simpson, jusqu'au jour les plus terribles de la guerre en elle-même. Il y a un extrait de 17 secondes sur YouTube où on le voit en train d'apprendre à sa nièce Elisabeth II comment faire des signes nazis correctement. Malheureusement, je ne peux pas mettre cet extrait dans le montage de cette vidéo, mais vous pouvez cliquer sur le lien en description pour le regarder. Faites-le en fin de vidéo en passant, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air. Ce geste qu'il a fait là n'était pas la seule courbette envers le nazisme. Pendant son exil au Portugal où le couple royal s'est associé à l'élite allemande, le documentaire mentionne des câbles, des missives diplomatiques envoyés par Edward aux responsables allemands. Dans ses communiqués, il exige que les nazis bombardent inlassablement l'Angleterre pour la soumettre en 1940, encourageant ainsi la mort de millions de civils. Le film fait également référence à un discours très peu connu dans lequel Édouard VIII a plaidé pour la capitulation de la Grande-Bretagne devant les nazis en 1939. Un discours que la BBC a refusé de diffuser. Même après avoir été envoyé aux Bahamas par des fonctionnaires impériaux qui avaient conclu qu'il était plus prudent de neutraliser leurs propres dirigeants que de poursuivre leur plan antérieur pour un nouvel ordre mondial fasciste, le futur roi affilié aux nazis avait dressé un câble, avait envoyé un message aux responsables d'Hitler indiquant qu'il était prêt à revenir en Europe si nécessaire et à prendre sa place légitime sur le trône en tant que roi arien. Au-delà du film maintenant, les Windsor ont des racines nazies. En dehors du cas d'Édouard VIII que l'on vient de voir, il existe de nombreux autres liens plutôt embarrassants entre les nazis et la maison Windsor que le film ne mentionne pas, dont certains impliquent directement feu le prince consort Philip Mountbatten, alias le duc d'Édimbourg. Il y a 3 sœurs du duc d'Édimbourg qui sont mariées à des princes affiliés au parti nazi et le conjoint, le mari de l'une d'entre elles, Sophie, a par la suite occupé le poste d'officier Waffen-SS, obtenant donc le grade de chef supérieur. Le prince Christophe de Hesse-Kassel était le chef de la direction de la recherche scientifique, une opération spéciale de renseignement dirigée par Hermann Göring. Et il était également colonel de la SS dans l'équipe personnelle de Heinrich Himmler. Les beaux-frères de Philippe, avec lesquels il vivait d'ailleurs, sont tous devenus des fonctionnaires de très haut rang du parti nazi. Philippe d'ailleurs a lui-même perpétué la tradition familiale, ayant d'abord été éduqué dans les années 30 dans le cadre d'un programme nazi centré sur l'eugénisme avant de fonder en 1961 le World Wildlife Fund WWF avec un autre ancien membre du parti nazi, le prince Bernard des Pays-Bas, un autre eugéniste de toujours et fondateur du groupe Bilderberg. Philippe et Bernard ont été rejoints par Sir Julian Huxley, qui était alors président de la Eugenic Society of Britain en tant que cofondateur du WWF. Dans une interview accordée en août 1988 dans la Dutch Press Agentur, le prince Philippe a proclamé son désir de revenir dans une prochaine vie sous la forme d'un virus mortel pour aider à résoudre la surpopulation.
Voilà, c'est ce qu'il a dit. En 1907, l'Eugenics Educational Society, qui deviendra après 1926 l'Eugenics Society, est fondée en Grande-Bretagne à l'initiative de Francis Galton et de la réformatrice sociale Sybil Goto. L'American Eugenics Society et l'American Society of Human Eugenics sont financés par les familles Rockefeller, Carnegie et Harriman. Il y a aussi l'Institut Rockefeller qui les finance pour la recherche médicale et aujourd'hui Bill Gates, Elon Musk, l'héritier des Rockefeller et j'en passe, mettent la main dans la poche pour financer cela. Quant à Francis Galton, l'homme qui voulait améliorer l'espèce humaine et le fondateur de l'eugénisme, il était cousin de Charles Darwin, dont les théories ont elles aussi largement alimenté le déshonneur eugéniste et entre autres connu pour avoir mis en place de façon systématique la méthode d'identification des individus au moyen de leur empreinte digitale. Il a également développé des techniques considérées comme l'ancêtre du morphing. Francis Galton était le père de la formule nature contre culture, formule encore au cœur des débats contemporains en Occident. En ce qui concerne le concept de réduction de la population, il convient de revenir sur l'œuvre et les paroles de Maurice Strong, qui travaillait directement sous les ordres du prince Philippe, qui était à ce moment-là président par intérim du WWF. Selon Justin Trudeau, Strong avait cofondé le Forum économique mondial aux côtés de Klaus Schwab en 1971. Il avait aussi présidé la conférence des Nations Unies sur la population de 1972 et la suite de cette conférence à Rio de Janeiro en 1992. Et il le faisait tout en jonglant avec un large éventail de casquettes. Il était président de la Banque mondiale, auteur de la Charte de la Terre, fondateur de l'Agence des Nations Unies pour la protection de l'environnement et architecte de l'agenda 21 récemment rebaptisé Agenda 2030. Maurice Strong était un pétrolier canadien milliardaire et proche ami de David Rockefeller. Strong a créé le programme des Nations Unies pour l'environnement et en 1988, il a aussi créé le groupe d'experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat, CIEG, pour pouvoir étudier exclusivement le CO2 d'origine humaine. C'est aussi le même gars qui est derrière Vanguard, BlackRock, Big Pharma, Gates, le Forum économique mondial, l'Organisation des Nations Unies, l'OMS, c'est-à-dire l'Organisation mondiale de la santé et compagnie. Il est derrière tout. Dans un entretien accordé en mai 1990 au magazine West, Strong évoque une réunion à Davos et s'interroge. Il dit ceci: si un petit groupe de dirigeants mondiaux arrivait à conclure que le principal risque pour la Terre provient des actions des pays riches, et si le monde devait suivre, ces pays riches devraient signer un accord réduisant leur impact sur l'environnement. Le ferait-il? La conclusion du groupe est non. Les pays riches ne le feraient pas. Ils ne changeraient pas. Alors pour sauver la planète, le groupe décide. Le seul espoir pour la planète n'est-il pas que les civilisations industrialisées s'effondrent? N'est-il pas de notre responsabilité d'y parvenir? Le prince Philippe a fait preuve de la même froideur. Vous ne pouvez pas garder un troupeau de moutons plus important que la quantité que vous êtes capable de nourrir. En d'autres termes, la conservation peut impliquer un abattage afin de maintenir un équilibre entre les nombres relatifs de chaque espèce dans un habitat particulier. Et il continue en disant: je me rends compte que c'est un sujet très délicat, mais il n'en reste pas moins que l'humanité fait partie du monde vivant. Chaque nouvelle superficie mise en culture signifie qu'une autre superficie est refusée aux espèces sauvages. Et voilà les gens qui dirigent ce monde. Pourquoi est-ce qu'ils ne commencent pas par eux-mêmes, leur lignée, leur descendance et leur famille? On ne sait pas. Ils devraient peut-être commencer par eux. Venons maintenant au cas du prince Charles. Malgré le décès du prince Philip Mountbatten en 2021, son fils et successeur au trône s'est engagé à poursuivre la mission de son père qui visait à réduire la population mondiale. Il assume ce côté en dirigeant diverses organisations environnementales et en tant que parrain de l'ancien programme Liverpool Care Pathway. Ce dernier a révélé avoir pratiqué l'euthanasie sur plus de 60 000 citoyens britanniques chaque année entre 2001 jusqu'en 2013 et bien sûr sans obtenir leur consentement. Durant ces 18 années d'existence, le Liverpool Care Pathway a exercé des pressions sur des centaines de fournisseurs de soins de santé afin qu'ils inscrivent des millions de patients malades et âgés considérés comme coûteux sur des listes de fin de vie, sans leur consentement une fois de plus. Cela a entraîné des déshydratations forcées et l'administration de perfusion de morphine pour accélérer la mort de ces gens, même lorsque les traitements étaient toujours disponibles. Le Liverpool Care Pathway était un ensemble de directives médicales utilisées au Royaume-Uni pour la prise en charge des patients en phase terminale ou en fin de vie. Il a été introduit dans les années 1990 pour améliorer les soins palliatifs et assurer une approche cohérente et de haute qualité pour les patients en fin
de vie. Du moins, c'est ce qu'ils étaient censés faire. C'est ce qu'ils disent officiellement sur les papiers. Cependant, le Liverpool Care Pathway a été critiqué et a eu plein de controverses. Beaucoup de personnes l'ont accusé d'utiliser de manière inappropriée, ce qui a inquiété les patients et les familles. Et il y a eu des questions d'éthique qui ont été posées abondamment. Des rapports ont suggéré qu'ils ont tué certains patients. Le programme Liverpool Care Pathway a été abandonné en 2014 au Royaume-Uni. Depuis, d'autres approches et directives ont été développées pour améliorer les soins palliatifs et la communication avec les patients en fin de vie. En juin 2020, l'ancien prince Charles a collaboré avec Klaus Schwab pour établir l'initiative Great Reset du Forum économique mondial. L'objectif de cette initiative était de tirer avantage de la double crise existentielle représentée par le changement climatique et la pandémie, envisageant ainsi de remodeler de manière significative les comportements et les systèmes économiques mondiaux. Au-delà des beaux discours utilisés par les milliardaires de Davos pour mobiliser l'humanité en faveur du sauvetage de la planète, la réalité est que les réformes vertes et le slogan Build Back Better, qui font la promotion de l'énergie durable, de la réduction des émissions de carbone et les réformes alimentaires telles que l'agenda européen Farm to Fork, va entraîner un niveau de mortalité bien pire que celui de l'Occident du XXe siècle. La question qui se pose est la suivante. Pourquoi est-ce que le lien nazi dans l'histoire de la famille royale anglaise et de ses leaders dévoués, qui continuent d'ailleurs de mener des actions eugéniques, n'est pas révélé au grand public? Pourquoi? Dans quel genre de société est-ce que l'on vit pour que des informations aussi troublantes ne soient pas largement connues dans un monde dirigé par un mal profond? J'espère que vous l'avez compris, c'est de plus en plus évident que les ambitions de contrôler la population de l'Empire britannique n'ont jamais véritablement pris fin avec la dissolution du projet d'Hitler en 1945. Le Royal Institute for International Affairs, créé en 1919, a instauré le Council on Foreign Relations pour promouvoir l'eugénisme et un gouvernement mondial. Les branches américaines de ce mouvement-là, de cette organisation-là, les branches canadiennes et australiennes, dirigées par des agents formés à Oxford, ont émergé, tous financés par la banque Lazare, JP Morgan & Co, la famille Astro et j'en passe. Le mouvement, également appelé Rothmiller Round Table Group, a été exposé par Hitler en 1937 à Lord Lothian, décrivant un nouvel ordre mondial anglo-allemand. Donc, en gros, l'Allemagne et l'Angleterre devaient créer un empire en Europe, et cet empire-là allait travailler étroitement pour former une nouvelle royauté. Aujourd'hui, le CFR est présidé par Richard Hallas, un ancien boursier Rhodes. L'Institut canadien des affaires internationales, rebaptisé à Conseil international du Canada, dirigé par Ben Roosevelt, un gars qui a aussi été formé à Oxford, a joué un rôle dans la tentative de changement du régime au Venezuela avec Chrystia Freeland, une personne qui ne fait visiblement pas honneur à son nom. Le contrôle des colonies sous influence anglo-néerlandaise repose sur le conseil privé centralisé au Royaume-Uni avec des branches dans certains pays du Commonwealth. Ces branches influencent la nomination d'agents de niveau inférieur dans la fonction publique pour pouvoir gérer les intérêts de la couronne. Ce documentaire de Channel 4 expose certains secrets de la couronne, révélant une incapacité de la civilisation occidentale à être contre la manipulation de masse. Ce problème ici de la dissimulation et du mensonge va devoir se résoudre à un moment donné ou à un autre. Ça va devoir trouver une solution. La question reste à savoir si l'héritage des personnalités telles que Hitler, le prince Philippe, Édouard VIII et d'autres membres de la haute royauté nazie, passée et présente, oui, leur idéologie passée et présente, est-ce que ça se concrétisera ou alors est-ce que l'humanité aura un destin plus digne? En tout cas, pour l'instant, rien n'est certain. Personne n'a encore gagné et seule l'histoire à l'avenir déterminera le récit de ce qui s'est produit. Ce sont les livres et les études historiques des prochains siècles qui vont donner la réponse à ça. Voilà, nous sommes déjà à la fin. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Pour les nouveaux sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'histoire, d'actualité et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Je vous encourage donc à regarder nos anciennes vidéos. On a plus de 400 thèmes déjà traités et si vous voulez plus de contenu, vous pouvez vous abonner à nos autres chaînes YouTube en fonction de vos centres d'intérêt. Sur Ekima, on parle d'économie et de sciences humaines. Sur Hassani, on parle de jeux vidéo et de divertissement. Si ça vous intéresse, les liens sont en description.